Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Cet après-midi, les sénateurs examinent les conclusions de la commission mixte paritaire ratifiant l'ordonnance pour une meilleure accessibilité. Objectif de cette ordonnance, préciser les obligations de la loi handicap de 2005. Également, prévoir un délai au-delà de 2015 pour la mise en accessibilité, les travaux de mise en accessibilité des infrastructures publiques, des établissements publics pour les collectivités territoriales. Enfin, préciser les modalités d'application de cette loi pour les Outre-mer. Tout de suite, donc, on prend la direction de l'hémicycle. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès aux services civiques pour les jeunes en situation de handicap. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Philippe Mouillet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés à la dernière étape de la ratification de l'ordonnance du 26 septembre 2014. Lors de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le jeudi 16 juillet, nos deux assemblées sont parvenues à une très large majorité à s'accorder sur un texte commun. Je m'en félicite et je tiens à remercier chaleureusement à la fois Claire Campion, mais également Christophe Sirugue, rapporteur du projet à l'Assemblée nationale. Le 2 juin dernier, le Sénat avait adopté un texte qui modifiait de façon substantielle, mais sans en bouleverser l'équilibre, l'ordonnance du 26 septembre. L'Assemblée nationale nous a rejoints sur la majorité de nos propositions. Je pense notamment à l'encadrement des possibilités de prorogation des délais de dépôt des agendas d'accessibilité programmés, aux ressources qui viendront alimenter le Fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle, ainsi qu'à l'évaluation de la mise en œuvre de l'ordonnance qui devrait être faite d'ici le 31 décembre 2018. Une mesure de simplification adoptée au Sénat en séance publique a également été approuvée par l'Assemblée nationale. Il s'agit de porter de 500 à 1000 habitants le seuil à partir duquel une commune a l'obligation d'élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. S'agissant des conditions dans lesquelles une assemblée générale de copropriétaires peut s'opposer à la réalisation de travaux de mise en accessibilité d'un ERP, le Sénat avait prévu que les refus devraient faire l'objet d'une décision motivée. L'Assemblée nationale a été plus loin en indiquant que lorsque le propriétaire ou l'exploitant prend en sa charge l'intégralité du coût des travaux, l'Assemblée générale ne peut s'y opposer que dans le cadre des 3 dérogations déjà prévues par la loi du 11 février 2005. L'équilibre auquel nous sommes parvenus me paraît au final de nature à limiter au maximum les situations de blocage, tout en demeurant respectueux du droit de propriété. L'Assemblée nationale avait également adopté un amendement prévoyant qu'une autorité organisatrice de transport ne peut pratiquer un tarif supérieur à celui applicable aux autres voyageurs pour le transport à la demande mis en place pour les personnes handicapées dans un même périmètre. Après un débat nourri en commission, nous sommes parvenus à une rédaction nouvelle qui me paraît plus équilibrée et moins de nature à faire peser sur les AOT des charges excessives. La commission mixte paritaire n'est en revanche pas revenue sur la suppression par l'Assemblée nationale des dispositions visant à assouplir les règles de mise en accessibilité applicables aux bailleurs sociaux lorsqu'ils construisent directement leur logement. Je rappelle que la commission des affaires sociales n'avait émis un avis favorable à ces dispositions qu'au regard des garanties qu'avait apportées le gouvernement par sous-amendement. Nous avons depuis entendu les arguments développés par l'Assemblée nationale et il nous semble aujourd'hui qu'il convient de faire preuve de prudence face à une mesure qui peut sembler légitime, mais qui n'est pas suffisamment évaluée et qui risque d'ouvrir la voie à une remise en cause des principes de la loi du 11 février 2005. Nos deux assemblées ne sont pas revenues sur l'échéance du 27 juin, date avant laquelle devaient être formulées les demandes de prorogation du délai de dépôt des ADAPT.
ni sur celle, très naturellement, du 27 septembre, date qui correspond à la date de dépôt des ADAP en préfecture. Je tiens toutefois à renouveler mon inquiétude, que j'ai déjà exprimée la semaine dernière en commission. En effet, la date du 27 juin ne me semble pas avoir été correctement intégrée par les responsables des établissements, qui auraient pu en bénéficier d'une prolongation de délai. Nous risquons par conséquent d'assister au mois de septembre à un afflux massif de dossiers qui n'auront pas été préparés suffisamment et pour le traitement desquels les préfectures ne disposent pas de moyens suffisants. De plus, au 1er juillet 2015, 3 200 ADAP avaient été déposés en préfecture. Le nombre de RP concernés est certainement bien plus élevé, puisqu'un ADAP peut porter sur plusieurs d'entre eux. Mais c'est encore peu au regard du nombre de dossiers attendus. Les prochaines semaines vont donc être cruciales, d'une part pour les responsables du RP et d'autre part pour les services préfectoraux. Et je crois qu'il nous faudra être particulièrement attentifs à ce que les efforts d'accompagnement qui sont déjà déployés soient renforcés d'ici la fin du mois de septembre. Et je renouvelle les craintes que j'ai déjà exprimées sur le nombre de personnels qui ont été affectés au traitement des dossiers dans les préfectures. Madame la ministre, du bon déroulement de cette ultime phase dépend la crédibilité de l'ensemble de la démarche. Il serait regrettable qu'elle se retrouve entachée à l'automne en raison d'une surcharge de travail dans les préfectures qui auraient trop peu anticipé. Au regard de tous les éléments, je crois que nous pouvons très largement nous retrouver pour adopter aujourd'hui le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Claire-Lise Campion, au nom de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, j'aborderai à mon tour quelques-unes des dispositions de l'ordonnance sur lesquelles nous avons pu avancer de façon concertée avec l'Assemblée nationale. La première d'entre elles concerne la mise en accessibilité des points d'arrêt du réseau de transport scolaire pour les élèves en situation de handicap. L'ordonnance du 26 septembre 2014 disposait initialement que les représentants légaux de l'élève, lorsque le projet personnalisé de scolarisation, le PPS, prévoit l'utilisation du réseau de transport scolaire et que l'enfant est scolarisé à temps plein, pourrait demander la mise en accessibilité des points d'arrêt les plus proches de l'établissement fréquenté et du domicile de l'élève. Afin d'éviter que les parents ne se retrouvent isolés dans leur démarche, le Sénat a souhaité qu'ils puissent bénéficier de l'appui de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH lorsqu'ils formulent une demande de mise en accessibilité. L'Assemblée nationale est allée plus loin en prévoyant que cette demande pourrait être effectuée que l'enfant soit scolarisé à temps plein ou à temps partiel. Je crois qu'il s'agit là d'une avancée pour ces jeunes et pour leurs familles. Je me suis exprimée en première lecture sur l'enjeu que représente la formation des professionnels qui sont en contact avec le public aux questions relatives à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées. Le Sénat avait renforcé l'ordonnance sur ce point en prévoyant que les employeurs de ces professionnels devaient proposer à leurs salariés des formations en la matière. L'Assemblée nationale a conforté ces dispositions en rendant cette formation obligatoire dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à 200 personnes. Là encore, je me félicite des avancées auxquelles sont parvenues nos deux assemblées. Je suis également heureuse que l'Assemblée nationale ait conservé dans le projet de loi une disposition introduite ici au Sénat concernant le service civique des jeunes en situation de handicap. J'avais déposé au mois de mars dernier une proposition de loi leur ouvrant la possibilité de s'y engager jusqu'à l'âge de 30 ans quand la règle de droit commun s'établit à 25 ans. L'objectif est de laisser davantage de temps à ces jeunes qui ne représentent malheureusement qu'une infime part des jeunes en service civique, pour prendre la décision de s'engager dans le dispositif. En reprenant cette mesure dans le présent projet de loi, je crois que nous apportons un assouplissement bienvenu qui s'inscrit directement
dans notre objectif de recherche d'une société plus inclusive et davantage accessible. Partant du travail que nous avons mené, Isabelle Debré et moi-même, sur la loi de 2005, dans le cadre de la Commission de contrôle et d'application des lois, puis dans celui des missions que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault m'a confiées, voilà plusieurs années que je travaille sur la question de l'accessibilité. La France s'est fixé des objectifs ambitieux en la matière à travers la loi du 11 février 2005. Je suis convaincue que depuis cette date, les esprits ont profondément évolué et qu'une véritable dynamique s'est engagée pour aboutir à l'objectif d'accessibilité universelle. Pour autant, je comprends l'impatience, voire le découragement que peuvent parfois ressentir les personnes handicapées et leurs familles lorsqu'elles demeurent confrontées à des obstacles encore trop nombreux dans l'accomplissement des actes de leur vie quotidienne. Je comprends également les craintes des collectivités territoriales ou des acteurs économiques face à une réglementation complexe, parfois difficile et coûteuse à mettre en œuvre. Tout l'enjeu de la concertation que j'ai menée à l'hiver 2013-2014 avec l'ensemble des parties prenantes a été de trouver un juste équilibre entre les attentes légitimes des uns et les contraintes, les difficultés à faire des autres. Je crois que le texte de l'ordonnance, tel que modifié par nos deux assemblées, traduit fidèlement cet équilibre. À mon tour, je remercie sincèrement Philippe Mouillet et Christophe Sirugue pour leur travail et leur engagement, et je forme le vœu que nous puissions parvenir à un consensus le plus large possible, mais je n'en doute aucunement, sur le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. Je vous en remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les co-rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, je souhaite tout d'abord, avant toute chose, vous remercier très sincèrement pour la qualité du travail que vous avez accompli sur ce projet de loi. En effet, vous avez su améliorer ce texte tout en veillant à en préserver les grandes lignes. Alors, ces grandes lignes, quelles sont-elles? Tout d'abord, et c'est ce qui est le plus important, avancer résolument vers l'accessibilité en faisant que chaque gestionnaire, chaque propriétaire d'établissement se fixe à la fois des objectifs, mais aussi des délais précis. Ensuite, deuxième objectif et non des moindres, avancer avec pragmatisme en se dotant de règles simples sous l'autorité des préfets. Par la suite, l'Assemblée nationale a su compléter vos amendements et c'est une bonne chose. Il y a eu convergence de vues entre parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale et cela vous a permis de vous mettre rapidement d'accord sur un texte commun. Je veux aussi rendre hommage à l'excellent travail conduit depuis 2012, 3 ans de travail pour la sénatrice Claire-Lise Campion, parce qu'elle a été de toutes les négociations, de toutes les tables rondes, de tous les colloques sur le sujet de l'accessibilité. Et je sais que c'est loin d'être fini. Vos travaux, Madame la sénatrice, ont permis de proposer le principe même des agendas d'accessibilité programmés et de proposer aussi des simplifications de certaines normes qui étaient nécessaires pour faciliter concrètement la mise en accessibilité. Je veux bien sûr également remercier Monsieur le sénateur Philippe Mouillet pour son travail remarquable et son implication personnelle dans ce dossier. Alors, de quoi s'agit-il et quels sont les objectifs de ce texte? Ce texte, il ratifie l'ordonnance du 26 septembre 2014 sur l'accessibilité. Son objectif, faire entrer les gestionnaires d'établissements recevant du public, ainsi que les autorités organisatrices de transport dans une démarche de mise en accessibilité. Désormais, 80% de ces établissements, ceux qui sont dits de catégorie 5, ont
3 ans au maximum, à partir du 27 septembre prochain, pour réaliser leurs travaux. Les autres, qu'en est-il? Les autres, et en particulier les gestionnaires de patrimoine plus importants ou qui ont une capacité d'accueil plus importante, ils pourront disposer d'un délai plus long, pouvant aller jusqu'à 6 ans, parfois 9, sous réserve, bien sûr, de l'acceptation de leur demande par le préfet. Je veux vous dire que d'ores et déjà, la quasi-totalité des régions se sont engagées dans un ADAP transport au moment où je vous parle, dans le délai de l'ordonnance. Alors, quelles ont été les modifications apportées par le Sénat? Je ne vais pas toutes les rappeler, les rapporteurs ont pris la parole. Mais le Sénat a pris soin tout de même de préciser certains points essentiels, notamment les délais de prorogation de dépôt des agendas. Et puis, vous avez également souhaité donner finalement au projet de loi une portée plus large, une portée qui favorise l'accessibilité universelle pour les personnes en situation de handicap. Ainsi, vous avez rendu obligatoire la formation, l'offre de formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées pour les personnels des établissements recevant du public, et c'est vraiment une excellente chose. Je veux citer évidemment une seconde mesure essentielle, l'accès aux services civiques pour les jeunes adultes handicapés jusqu'à 30 ans au lieu de 25 ans. C'est à la sénatrice Clarisse Campion que nous devons cette mesure et je crois que nous pouvons très sincèrement l'en remercier. Je terminerai en vous disant toute la volonté du gouvernement de rendre effective la loi du 11 février 2005 sur cette partie précise de l'accessibilité. Cet objectif, nous ne l'abandonnons pas, comme j'ai pu l'entendre, bien au contraire. Et ce projet de loi, il en est la preuve. Et notre prochain objectif, il est simple, c'est le 27 septembre 2015. Et chacun d'entre nous doit y contribuer à cet objectif. Soyez assurés en tous les cas de l'engagement du gouvernement pour préparer dès maintenant les conditions d'une évaluation rigoureuse de ce texte, et je sais que vous y êtes particulièrement sensibles. Car si nous voulons concrètement faire progresser l'accessibilité pour les personnes handicapées, nous devons nous astreindre de façon extrêmement rigoureuse à l'obligation d'évaluer la mise en œuvre de l'ordonnance, ainsi que des aménagements de normes qui y sont associés. Et j'ai donc la conviction que c'est par des rendez-vous transparents, des rendez-vous réguliers, que nous saurons rendre concrète l'accessibilité universelle. Oui, aujourd'hui, nous sommes à la fin du processus parlementaire, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur. Mais notre travail, le vôtre, le mien, il est très loin d'être fini. Il ne s'arrête pas là. Oui, je compte sur vous. Certes, pour évaluer l'application de la loi, parce que c'est votre rôle, mais pas seulement. Je compte aussi sur vous pour aller expliquer ce que sont les agendas d'accessibilité programmés. Je compte sur vous pour aller rassurer les élus locaux, pour leur expliquer la teneur du texte, pour leur expliquer que finalement, ça n'est pas si compliqué que ça, que c'est faisable. Je compte sur vous pour aller rassurer les commerçants dans votre territoire, dans votre département, pour leur donner des renseignements, pour leur expliquer. Et puis, je compte aussi sur vous pour rassurer les associations qui représentent les personnes handicapées, les associations nationales, mais aussi les associations locales qui sont dans vos départements. En résumé, et pour terminer, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, je veux vous dire que je suis profondément convaincue du bien-fondé de ce texte. Mais c'est à nous de le faire vivre. Merci, Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Annie David pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, alors que la loi de 2005 sur le handicap avait consacré l'obligation de rendre accessibles tous les lieux recevant du public avant le 1er janvier 2015, seuls 40% d'entre eux le sont aujourd'hui. D'où la première déception des personnes en situation de handicap, leurs familles et l'ensemble des actrices et acteurs qui œuvrent à leur côté au quotidien. En effet, dans plus de la moitié des cas, une personne en situation de handicap qui se rend dans un lieu public pour faire des courses, déposer un dossier administratif, se faire soigner,
se trouvera dans l'incapacité d'y accéder. Bloquée au pied des marches, incomprise face à un interlocuteur qui ne sait pas communiquer en prenant en compte son handicap, par exemple auditif, perdue face à des explications auxquelles elle n'a pas accès du fait de son handicap mental. Dans plus de la moitié des cas, elle est bloquée dans la réalisation d'actes quotidiens par un défaut d'accessibilité, donc par une non-reconnaissance de ses droits fondamentaux inscrits pourtant dans une loi. Face à une telle situation qui fait que notre pays est à la traîne parmi les pays ayant ratifié la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées, le gouvernement a fait le choix de reculer. Pourtant, 30 ans avaient déjà séparé les deux lois portant sur les droits des personnes en situation de handicap depuis celle de 1975 jusqu'en 2005. Puis un délai de 10 ans supplémentaire a été prévu pour la mise en accessibilité progressive des ERP, les établissements recevant du public. Et arrivé à cette échéance de 2015, vous voudriez que ces personnes patientent encore pour que des mesures auxquelles elles ont droit soient enfin appliquées. C'est bien l'addition de ces reculs qui est cause de la colère des personnes en situation de handicap. Les gouvernements successifs, par manque de volonté politique, n'ont cessé de repousser l'accessibilité universelle tout en se dédouanant sur les collectivités territoriales. Or, nous connaissons les difficultés budgétaires de ces dernières, avec la diminution de 28 milliards d'euros des dotations de fonctionnement de l'État. Ainsi, sans transfert de moyens, l'accessibilité universelle reste illusoire. Mais au-delà des moyens, la mise en accessibilité est aussi une question de volonté politique et de sens des responsabilités. Il suffit souvent qu'un ou une élue soit un peu plus concerné par cette question pour que des mesures soient prises et que des budgets soient alloués. En attendant ce sursaut politique, les décisions votées par le Parlement, c'est-à-dire nous-mêmes, mes chers collègues, les représentants du peuple, et ici certains étaient déjà là en 2005, ne sont pas appliquées, ce que nous ne pouvons accepter. Vous venez de le rappeler, Madame la Ministre, il est de notre rôle de faire appliquer la loi, vous l'avez dit à l'instant. Les personnes en situation de handicap et leurs associations manifestent, avec raison, leur opposition à cette ordonnance et nous demandent de ne pas l'adopter. J'ai été à leur côté et j'entends leur exaspération, leur déception, leur colère. Ils ont attendu trop longtemps pour des droits qui leur sont dus. Du Conseil national consultatif des personnes handicapées au collectif pour une France accessible qui regroupe la très grande majorité des associations de personnes en situation de handicap, tous dénoncent cette ordonnance. Le gouvernement s'obstine donc avec un texte qui ne fait que des mécontentes et des mécontents parmi les personnes en situation de handicap et leurs familles, ainsi que parmi les acteurs du monde associatif qui les accompagnent dans leur vie quotidienne. En effet, comment ne pas être déçu, voire en colère, lorsque les dérogations techniques créées conduiront à une exonération de la mise en accessibilité de la plupart des établissements recevant du public. Aux dérogations existantes, impossibilités techniques, conservation du patrimoine architectural et disproportions économiques, s'ajouteront désormais une dérogation pour les ERP dont l'accès serait jugé trop complexe. Mais jugé par qui et de quelle complexité parle-t-on ? Jusqu'à 3 ans de délai supplémentaire en cas de difficultés techniques ou financières particulières. Des durées plus longues, pouvant aller jusqu'à 6 ans, voire 9 ans, sont prévus pour les établissements de plus grande capacité, les patrimoines comprenant plusieurs établissements et ceux qui sont en difficulté financière avérée. Même l'obligation de dépôt des agendas d'accessibilité programmés, qui était pourtant le fer de lance de la loi d'habilitation, a été assouplie et qui était la raison pour laquelle nous nous étions abstenus en première lecture sur ce texte. Concernant les transports, les délais maximaux seront de 3 ans pour les transports urbains, 6 ans pour les transports interurbains et 9 ans pour le transport ferroviaire. Nous refusons de soutenir un tel dispositif, un tel recul. Ces mesures sont injustes socialement, elles ne sont pas dignes du modèle de société que nous préconisons, basé sur la liberté d'aller et venir par exemple, sur l'égalité d'accès, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, et la fraternité qui lie les citoyennes et les citoyens
peu importe leur sexe, leur origine ou leur handicap. Pour ces raisons, le groupe communiste, républicain et citoyen votera contre cette habilitation. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Jean-Claude Requier pour 6 minutes, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous arrivons enfin au terme de l'examen de ce projet de loi qui permettra de donner un nouveau souffle et de concrétiser toutes les attentes qui ont été mises dans la loi de 2005. Si celle-ci a été un formidable signal d'espoir pour les personnes handicapées et pour leurs familles, force est de constater que, 10 ans après, les délais imposés étaient particulièrement ambitieux, mais malheureusement assez peu réalisables. Ce qui explique que l'année dernière encore, à peine plus de la moitié des écoles et seulement 42% des réseaux de bus étaient accessibles aux personnes handicapées. De même, trouver des cabinets médicaux ou paramédicaux et des commerces de proximité accessibles relève souvent d'un véritable parcours de combattant. Aujourd'hui encore, les personnes en situation de handicap vivent quotidiennement de grandes difficultés pour mener une vie sociale comme tout un chacun. Le constat est implacable et nécessitait un changement de méthode. C'est la raison pour laquelle le gouvernement mène depuis quelques années une politique volontariste pour qu'enfin notre société puisse accueillir les différences et permettre à toute personne handicapée d'être un acteur de la vie sociale, culturelle, professionnelle et sportive. Je tiens également à saluer tout particulièrement le travail de notre collègue Claire-Lise Campion, travail reconnu depuis plusieurs années, et celui de Philippe Moulier, rapporteur de la commission spéciale. Certes, plusieurs associations de personnes handicapées qui attendent depuis des décennies que l'effort en faveur de l'accessibilité se concrétise, déplorent les nouveaux délais et condamnent un texte qui revient sur les acquis de 40 années de réglementation en matière d'accessibilité. Bien sûr, nous comprenons leur désarroi. Pour autant, nous tenons à rappeler que le projet de loi ne remet pas en cause la loi de 2005. Cette réforme est nécessaire au maintien de l'objectif d'accessibilité fixé par la loi du 11 février 2005. Elle permettra d'accélérer les aménagements dans les prochains mois et d'engager un processus irréversible vers l'accessibilité universelle. La mise en place des agendas d'accessibilité programmés et l'adaptation des dispositions techniques et réglementaires garantissent en effet que les objectifs de mise en accessibilité pourront être tenus et offrent aux gestionnaires d'ERP et de services de transport une solution adaptée et réaliste. J'ajouterai que l'association pour adultes et jeunes handicapés avait estimé, je cite, qu'au vu des retards accumulés, les ADAPT apparaissent comme la solution la plus réaliste pour avancer de façon pragmatique dans des délais resserrés vers des objectifs d'accessibilité pour tous. Aussi, je me félicite des améliorations que chacune des assemblées a pu apporter au texte. Comme l'a souligné en première lecture notre collègue Hermeline Malherbe, il s'agissait de trouver un juste équilibre entre les demandes légitimes d'équité citoyenne des personnes handicapées et les possibilités pratiques et concrètes des collectivités et des ERP quant à cette mise en œuvre. Mes chers collègues, je crois que le texte, tel qu'il résulte des travaux de la commission mixte paritaire, va dans le bon sens et conserve ce juste équilibre. Nous avons davantage encadré les conditions de prorogation des délais de dépôt et de mise en œuvre des agendas d'accessibilité programmés. Nous avons abondé le fonds d'accompagnement de l'accessibilité universelle par la totalité des sanctions financières prévues par l'ordonnance. Nous avons renforcé la formation des professionnels à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées. Enfin, nous avons ouvert le service civique jusqu'à 30 ans aux personnes handicapées. La recherche d'un compromis entre les deux assemblées a conduit à la suppression de l'article 9 qui proposait une incitation financière aux établissements recevant du public qui n'avaient pas encore procédé à la mise en accessibilité. C'était une très bonne chose. Comme l'avait fait justement rappeler Madame la Ministre, ce dispositif revenait à accorder une prime à ceux qui ont traîné les pieds jusqu'à présent. S'agissant de l'article 3, sur l'assouplissement des conditions de mise en accessibilité du parc locatif social et la prorogation des délais de dépôt et de la durée des agendas d'accessibilité programmés, je me félicite de l'accord qui a été trouvé en CMP.
L'accessibilité de la cité est une attente forte et légitime des personnes en situation de handicap. C'est dans cet esprit constructif que le groupe du RDSE apportera son soutien au texte élaboré par la commission mixte paritaire. Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Cigolotti pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, lors de son examen au Sénat, le groupe UDI-UC a voté en faveur du texte en première lecture, tout comme nos collègues de l'Assemblée nationale, et je m'en félicite. Certes, le texte comporte des manques, mais nous devons continuer à œuvrer pour faire évoluer les mentalités sur l'accessibilité grâce à une véritable dynamique mobilisant l'ensemble de la société. Cette ratification renouvelle le principe d'accessibilité pour tous, tout en redéfinissant certains critères. On constate que certains objectifs trop ambitieux ne peuvent être atteints car irréalistes pour bon nombre de petites communes. Les problématiques de la faisabilité technique, humaine et financière de l'accessibilité ont été prises en compte lors des examens au Sénat et à l'Assemblée nationale. En commission mixte paritaire, les débats ont principalement porté sur les articles 3, 4, 6 et 9 du texte pour finalement aboutir sur un compromis que nous jugeons satisfaisant. Concernant l'article 3, le Sénat a davantage encadré les procédures de prorogation des délais de dépôt des ADAPT, ainsi que les refus prononcés par une assemblée générale de copropriétaires aux travaux de mise en accessibilité d'un ERP. La CMP a également précisé que le coût pour les personnes handicapées des transports à la demande mis en place par une autorité organisatrice de transport ne peut être supérieur à celui applicable aux autres usagers dans ce même périmètre de transport urbain. L'article 4, inséré dans le texte par le Sénat, prévoit que les refus de travaux de mise en accessibilité d'un ERP par une assemblée générale de copropriétaires doivent faire l'objet d'une décision motivée. La CMP a entériné la rédaction de cet article issu des travaux de l'Assemblée nationale, en vertu de laquelle, lorsque le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public prend à sa charge l'intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être prononcé par les copropriétaires de l'immeuble que sur justification d'un ou de plusieurs motifs énumérés par le Code de la construction et de l'habitation, soit l'impossibilité technique ou bien encore lors de disproportions manifestes entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, leur coût, ainsi que leurs effets sur l'usage du bâtiment, de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement. La CMP a aussi entériné la disposition introduite au Sénat en vertu de laquelle les commissions intercommunales d'accessibilité devraient systématiquement tenir à jour la liste des ERP accessibles ou ayant déposé un ADAPT. En France, près de 90% des communes ont mis en place une commission communale d'accessibilité. Notre but lors de l'examen était de ne pas bouleverser l'équilibre d'un texte que les collectivités et les acteurs du monde économique ont déjà commencé à appliquer. Lors de ma première intervention en discussion générale, j'avais évoqué la problématique du transport scolaire. En effet, seuls les enfants scolarisés en plein temps en bénéficiaient. L'Assemblée nationale a réintégré les enfants scolarisés à temps partiel, ce que la CMP a entériné, et je m'en réjouis. L'accessibilité dépasse le simple cadre du handicap. Face à une société vieillissante, il est de notre devoir de faire en sorte que toute personne puisse évoluer dans un environnement qui lui est favorable. L'article 6 mérite également d'être souligné. Le Sénat avait fait passer de 500 à 1000 habitants le seuil à partir duquel les communes doivent élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, l'Assemblée nationale l'ayant voté conforme. Enfin, concernant l'article 9, le Sénat avait introduit cet article afin de créer un système de déduction d'impôts au profit des entreprises mettant leurs locaux en accessibilité. En vertu de cet article, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés pouvaient déduire jusqu'à 40% de la valeur des biens nécessaires à la mise en œuvre d'un ADAPT. Malheureusement, l'Assemblée nationale l'a supprimé et la CMP a confirmé cette suppression. Ce point non négligeable me permet de réaffirmer ma critique concernant l'absence d'un réel volet financier. L'accessibilité suppose un effort financier conséquent et les collectivités font face depuis plusieurs années à une baisse importante de la dotation globale de fonctionnement. La réussite, j'en suis convaincu, se trouve certes dans l'obligation de s'engager dans un processus daté, encadré et contrôlé,
mais surtout arrivant à prendre en compte les réalités propres à chaque situation, en particulier pour les structures et les acteurs les plus en difficulté. Le Conseil économique et social et environnemental a lui-même souligné qu'aucune mesure concrète d'accompagnement des acteurs pour cette mise en accessibilité n'avait été prévue. Il préconise également la création d'une journée nationale de l'accessibilité portée par l'ensemble des collectivités. À ce jour, l'association J'accède organise un événement d'envergure nationale qui a pour objectif de sensibiliser et de mobiliser le grand public autour des questions du handicap et plus généralement de la mobilité dans les villes, et nous devons aller plus loin. Du côté des familles et des associations, nous avons entendu leurs critiques et leurs inquiétudes. Nous représentons ici, mes chers collègues, les collectivités, et nos ERP et nos plans de mise en accessibilité des espaces publics doivent être mis en conformité pour le bien de tous. L'engagement politique doit construire une place à part entière aux personnes vulnérables. Il sera difficile pour la communauté de participer à l'effort d'accueil et d'accompagnement si les collectivités locales ne sont pas mobilisées et responsabilisées. Nous devons dès à présent répondre favorablement aux demandes des familles et des associations, qui sont principalement l'adaptation du cadre de vie, et cela passe par l'accessibilité des équipements municipaux et surtout par une politique locale et nationale volontariste. Dans ce contexte, l'État est attendu non plus en tant qu'initiateur, mais en tant que facilitateur et promoteur de ces actions. L'État se doit de soutenir avec les moyens appropriés le mouvement associatif, mutualiste, coopératif, ainsi que les initiatives individuelles. Pour y parvenir, nous devons donc travailler ensemble, en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs. Il s'agit maintenant de tenir les objectifs de la loi de 2005 et surtout les moyens nécessaires pour les atteindre. Aussi, pour toutes ces raisons, le groupe UDI-UC proposera un vote favorable sur les conclusions de cette CMP. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Aline Archimbaud pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes tous d'accord sur ce constat. L'objectif d'accessibilité universelle au 1er janvier 2015, donné par la loi de 2005, est encore loin d'être atteint et les quelques mois avant l'échéance n'ont évidemment pas permis de rattraper le retard qui avait été pris en 9 ans. Selon un sondage IFOP datant du début de cette année, près d'une personne handicapée sur 2 estime que son quotidien ne s'est pas amélioré depuis 10 ans et près d'un quart juge même qu'elle s'est dégradée. Face à la gravité du problème, nous avions accepté l'année dernière de faire confiance au gouvernement en lui accordant la possibilité, pour accélérer les choses, d'avoir recours aux ordonnances. Même si ce mode de fonctionnement est très loin d'être satisfaisant car il court-circuite le travail parlementaire, le principe des agendas programmés était sur le papier un bon moyen de rendre les travaux effectifs tout en tenant compte de la réalité des coûts des travaux de mise en accessibilité universelle. Les ordonnances sont parues en septembre et si cela ne minimise pas nos grandes réserves sur lesquelles je reviendrai, nous nous réjouissons de voir certains amendements qui sont passés. Je pense à l'amendement que nous avions proposé, adopté en séance, indiquant la nécessité de publier la liste des établissements recevant du public qui ont effectué les travaux de mise en accessibilité ou qui prévoient de les faire par l'intermédiaire d'un agenda, pour que toute personne qui s'interroge sur sa capacité à accéder à une infrastructure dans une localité puisse avoir la réponse immédiatement. De même que l'amendement qui améliore l'accès aux services publics des jeunes, au service civique, des jeunes en situation de handicap, proposé par Claire-Lily Campion, de même que l'amendement proposé par l'Assemblée nationale qui améliore la situation les possibilités d'accès au transport scolaire. Mais, globalement, ces ordonnances nous posent problème. Elles ne nous paraissent pas en cohérence avec les discussions que nous avions eues l'année dernière. Les 3 problèmes que nous avions soulevés le mois dernier n'ont pas été corrigés. Premièrement et tout d'abord, l'introduction d'une 4e possibilité de dérogation sans véritable justification pour les copropriétés qui ne souhaitent pas faire les travaux de mise en accessibilité ne nous paraît pas juste.
Même si les travaux de commission ont ajouté le fait qu'elles doivent être motivées, cela est bien vague et il faut anticiper qu'il y aura un très grand nombre de dérogations. Je rappelais encore une fois que la mise en accessibilité ne doit pas être vue comme une contrainte, même si bien sûr c'est un investissement souvent important et qui suppose donc des arbitrages, mais c'est le principe même des agendas de planifier les dépenses dans le temps, de la même façon que sont planifiés tous les autres investissements jugés indispensables. Et par ailleurs, pour les petites communes ou des petites structures qui ont des budgets limités et qui peuvent être amenées à demander des dérogations, les arguments financiers doivent aussi être maniés avec précaution. Lorsque l'étalement des dépenses ne suffit pas, des prêts avantageux existent. Par exemple, ceux de la Caisse des dépôts et d'autres dispositions sont prévues. La mise en accessibilité peut être de plus un atout économique pour les services, pour les commerces, également pour le secteur de l'hôtellerie. Cela avait été longuement rappelé en commission des affaires sociales. Deuxième difficulté, l'accessibilité des établissements scolaires nous paraît être un point fondamental qui n'a pas été suffisamment mis en avant dans les ordonnances. Comment est-ce possible que, selon une étude récente de l'Observatoire national de la sécurité, un quart des écoles construites après 2008 ne soient, par exemple, pas accessibles? Les ordonnances ne répondent pas à ce problème très sérieux et aux répercussions nombreuses. Troisièmement, enfin, comment penser l'accessibilité sans aborder le sujet des transports? Il est inconcevable que les transports publics soient dispensés de planifier leur mise en accessibilité, même longtemps dans le temps. Accessibilité qui doit concerner, et c'est là le point le plus problématique de tous les arrêts et tous les moyens de transport. La possibilité de se mouvoir dans l'espace, quelle que soit la nature de son handicap, doit être assurée pour tous, même si cela doit se faire dans le temps et progressivement. Ce principe de l'obligation de mettre en accessibilité ou de prévoir des services de substitution pour tous les arrêts devait être inscrit dans la loi. C'était l'engagement pris en 2005 et dans les débats de l'année dernière. Trop souvent, on se cache derrière des arguments techniques, financiers, économiques. Malgré la gravité de la situation et le retard de la France en matière d'accessibilité, le fait est que cette accessibilité universelle n'est toujours pas réalisée dans notre pays 40 ans après la première loi d'orientation en faveur des personnes handicapées en 1975, 10 ans après la loi de février 2005, 9 ans après la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, inscrivant l'accessibilité au cœur des priorités des États. Cela témoigne en effet bien des difficultés, des blocages auxquels nous faisons face. Chers collègues, le groupe écologiste avait voté pour la loi d'habilitation l'année dernière. Nous sommes désagréablement surpris de la façon dont elle s'est concrétisée. Pour nous, l'accessibilité universelle est une question de droit de la personne. Elle est liée à la vision que nous voulons promouvoir de l'autre, au regard que nous portons sur l'autre, au principe républicain de l'égalité. Donc, le texte qui nous est présenté aujourd'hui, ce texte de CMP, présente des acquis, mais nos réserves sont telles que le groupe écologiste s'abstiendra. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Colette Giudicelli. Pour 8 minutes, ma chère collègue. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs. La réunion de la commission mixte paritaire la semaine dernière, que j'ai présidée, a montré notre volonté commune d'adopter un texte équilibré qui nous permette de répondre aux attentes des personnes en situation de handicap. La loi du 11 février 2005, élaborée par la majorité précédente, fut particulièrement ambitieuse. Mais il fallait sans doute cette ambition pour enclencher la dynamique qui s'est incontestablement mise en place par la suite. Aujourd'hui, on peut parler de succès, car on n'appréhende plus le handicap de la même façon, et le principe d'accessibilité pour tous est intégré enfin par notre société. Mais s'engager sur des délais pour la mise en accessibilité de l'ensemble des ERP et des transports relevait probablement de la gageure, tant les situations peuvent s'avérer compliquées sur le terrain. Durant toutes ces années, en tant que législateurs, nous avons veillé au respect de la stricte application de la loi de 2005, tout en prenant en considération les contraintes des élus locaux que nous représentons.
Car si le principe d'accessibilité doit être un principe absolu, des problèmes de faisabilité rendaient indispensable un certain nombre d'assouplissements et de dérogations. Ce difficile équilibre nous semble atteint dans ce texte. Les agendas d'accessibilité programmés, que nous appellerons les ADAP, pour les établissements recevant du public, et les schémas directeurs d'accessibilité pour les réseaux de transport public viennent s'inscrire dans la logique de la loi de 2005 grâce à un dispositif précis d'engagement et de sanctions. Notre Haute Assemblée avait recommandé une telle démarche dès 2012 avec les travaux de Marie-Claire Champion et Isabelle Debré qui constataient l'impossibilité de respecter la date butoir de 2015 et affirmaient la nécessité absolue de ne pas décevoir les attentes des publics concernés. J'assombris un peu donc un instant dans nos débats en regrettant que la présente réforme n'ait pas été engagée plus tôt par le gouvernement, ce qui aurait évité qu'il invoque l'urgence par la suite et les recours à la procédure de l'ordonnance qui, je crois, est peu compatible avec le respect dû au contrôle du Parlement. Notre Haute Assemblée a seulement pu légiférer sur le projet de loi de ratification d'ordonnance, ce qui a cependant permis d'ajuster et d'enrichir de façon importante le texte sur de nombreux points. Ainsi, poursuivant la logique vertueuse qui a précédé à la création des agents d'accessibilité, la Commission a adopté un amendement de ses rapporteurs sur la prorogation des délais de dépôt des agendas, tenant compte de la nature des difficultés rencontrées. L'obligation pour l'autorité administrative de motiver sa décision fut également bienvenue. Concernant nos collectivités, nous avons relevé de 500 à 1000 habitants le seuil à partir duquel les communes ne seraient pas soumises à l'obligation de mise en œuvre d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. Il nous appartenait en effet d'avoir une approche pragmatique sur les capacités de certaines petites communes. Nos rapporteurs ont également renforcé le financement du dispositif en prévoyant que l'ensemble des sanctions financières soient reversées au Fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle, qui est un fonds destiné à soutenir les responsables d'ERP qui, en raison de la fragilité de leur situation financière, ne parviennent pas à engager des mesures de mise en accessibilité. Le Sénat a prévu, en outre, l'information annuelle du Parlement par le gouvernement sur l'utilisation du produit des sanctions pécuniaires, toujours dans l'idée de rationaliser les ressources nécessaires à la mise en accessibilité. D'autres dispositions sont aussi venues accompagner les personnes en situation de handicap dans leur quotidien. Je citerai par exemple l'amélioration de la formation des personnels des ERP en matière de handicap, avec le développement de la formation continue, car il y a encore de grands progrès à faire dans l'accueil et la prise en charge de ces personnes. Nous avons également voulu faciliter l'accès aux services civiques pour les jeunes en situation de handicap. La Cour des comptes constatait d'ailleurs dans son rapport public de 2014 que la part des jeunes en situation de handicap était particulièrement faible dans le dispositif du service civique, de l'ordre de 0,6%, contre un objectif de 6% qui avait été fixé par l'État. Nous avons donc proposé de porter de 25 à 30 ans l'accès au service civique pour ces jeunes. Bien que son effet quantitatif ne soit plus évident à apprécier, cette mesure, je crois, va dans le bon sens et enverra un signal positif. Le Sénat a également pensé aux difficultés rencontrées au quotidien par les parents de ces enfants. Et en effet, si la voie de la scolarisation ordinaire, plébiscitée par de nombreuses études, est heureusement devenue courante, de nombreux parents se trouvent souvent démunis dans l'organisation de leur démarche. Ils pourront désormais bénéficier de l'appui d'une équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale du handicap. La commission mixte paritaire a maintenu l'ensemble de ces avancées qui ont été votées au Sénat. Elle a également conservé les dispositions issues de l'Assemblée nationale, venues utilement compléter le texte. Je pense notamment, sur ce même sujet des enfants scolarisés, à l'égalité de traitement qui a été prévue par les députés entre les enfants scolarisés à temps plein et ceux qui le sont à temps partiel pour la mise en accessibilité, les points d'arrêt de transport en commun. Ou alors, il y a aussi l'amendement qui a permis à un propriétaire de RP de prendre à sa charge
les travaux de mise en accessibilité sans avoir besoin de l'accord de la copropriété. Enfin, je voudrais souligner le souci d'égalité qui a permis d'adopter en CMP une rédaction de compromis sur les transports à la demande, en prévoyant que le coût du transport pour l'usager soit identique à celui applicable aux autres usagers. Je crois que nous pouvons, à l'issue de nos débats, féliciter nos deux rapporteurs, Marie et je cherche son prénom, je ne le trouve plus, et Philippe, et pour le travail qu'ils ont fait en commun, pour leur gentillesse et pour leur efficacité. Ils ont su, avec humanité, défendre la cause des personnes handicapées et améliorer un dispositif qui doit, cette fois-ci, emmener nos concitoyens victimes du handicap vers l'accès à une vie normale, à une accessibilité pour tous. Le groupe des Républicains, bien évidemment, soutiendra cette démarche. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Michèle Meunier pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Monsieur le co-rapporteur, chers collègues, nous voilà réunis pour la dernière étape du débat parlementaire relatif à la mise en accessibilité pour les personnes handicapées des établissements recevant du public, des transports publics et des bâtiments d'habitation et de la voirie. Un débat qui a démarré, ou plutôt redémarré, plusieurs années après le vote de la loi de 2005, et alors que le constat était limpide, glaçant mais limpide, les objectifs sérieux mais ambitieux fixés à l'époque sont loin d'être remplis. En clair, le compte n'y est pas. Les défis de l'accessibilité à la vie sociale et professionnelle pour les personnes porteuses de handicap, quels qu'ils soient, sont encore nombreux, très nombreux, trop nombreux. Il y a 2 ans, notre collègue Claire-Lise Campion s'est saisie du sujet aux côtés du gouvernement et nous ne pouvons que l'en remercier. Au-delà de ce constat sur l'insuffisance des efforts entrepris depuis 2005, elle a fait le choix d'une démarche concrète, constructive, efficace. Car au-delà des remords ou au-delà des regrets, il faut bien faire changer les choses coûte que coûte et avancer pas à pas sur les chemins de l'accessibilité universelle. À la clé, 40 propositions pour mobiliser la société et l'ensemble des acteurs publics et privés. Parmi celles-ci, retenons la mise en place des agendas d'accessibilité programmés pour se donner un délai supplémentaire à utiliser à bon escient et pour avancer réellement. À partir du rapport Campion, le processus législatif s'est enclenché. Après la loi d'habilitation du 10 juillet 2014, place à l'ordonnance du 26 septembre 2014 et à sa ratification qui nous concerne aujourd'hui. Le texte, issu des travaux des 2 chambres, est un texte, cela a été dit, de consensus, un texte d'équilibre et un texte de progrès. Un texte qui maintient l'équilibre initial recherché par l'ordonnance, associant l'efficacité de mise en œuvre et le respect des principes d'accessibilité. Mais un texte allant plus loin sur certaines dispositions, en cohérence avec les recommandations du rapport Campion. La commission mixte paritaire, dont je salue les membres et en particulier notre rapporteur Philippe Moulier, a reconnu les progrès substantiels apportés par le Parlement à l'ordonnance du 26 septembre 2014. Conscient de notre responsabilité et de l'urgence qu'il y avait à permettre la ratification de ce texte, nous avons su dépasser nos clivages et nous rassembler sur un texte commun aux 2 chambres et commun aux différents groupes politiques, ou presque. 10 articles ont fait l'objet de discussions. L'Assemblée nationale a parfois été plus loin que le Sénat, notamment en matière d'accessibilité des points d'arrêt de transport scolaire, cela a été dit, la formation des personnels en contact avec le public, les délibérations d'Assemblée générale de copropriétaires sur la mise en accessibilité de RP, bref, des avancées qui, je pense, j'en suis convaincue, vont dans le bon sens.
En ce qui concerne les règles de mise en accessibilité applicables aux bailleurs sociaux lorsqu'ils construisent directement leur logement, ce sont aussi des dispositions qui ont été revues en progrès. Et je termine par un autre exemple que je reprends et qui a été repris sur l'interdiction à une autorité organisatrice de transport de pratiquer un tarif supérieur à celui applicable aux autres voyageurs pour le transport à la demande des personnes handicapées dans un même périmètre de transport urbain. Ce dernier point a fait l'objet en CMP d'une reformulation bienvenue de la part de notre rapporteur Philippe Moulier. Nous nous sommes également retrouvés en ce qui concerne l'accompagnement des représentants légaux d'élèves en situation de handicap par les équipes pluridisciplinaires des MDPH dans le cadre de l'accessibilité des réseaux de transport scolaire ou encore sur l'accès aux services civiques pour les jeunes en situation de handicap. Cela a été rappelé aussi. Donc, je l'ai dit, ce texte est un texte de compromis et personne en 2005 n'aurait souhaité que nous en arrivions là aujourd'hui. Dans un monde parfait, les choses seraient réglées depuis longtemps. Mais nous en sommes loin. Il faut donc faire des concessions, être pragmatique, rechercher comment être le plus efficace et le plus utile et n'oublier aucun point de détail, veiller à ne laisser personne au bord de la route et éviter les tensions inutiles. C'est un texte qui va pouvoir entrer en application très rapidement et très concrètement. En tout cas, c'est un texte qui est déjà trop attendu. C'est un texte également qui précise les choses et qui apporte des réponses, qui lèvent certains doutes et certaines inquiétudes. Mais il en reste encore. Il nous appartient donc, et c'est aussi votre responsabilité, Madame la Ministre, de ne pas baisser la garde, de ne pas diminuer notre attention et notre exigence, de poursuivre le dialogue, de continuer les partenariats, le travail d'information et de pédagogie que vous faites depuis le départ. En attendant, et dès aujourd'hui, vous pouvez compter, Madame la Ministre, sur le soutien des sénatrices et des sénateurs du membre du groupe socialiste pour voter ce texte. Merci, ma chère collègue. La discussion générale est close. Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte. Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès aux services civiques pour les jeunes en situation de handicap dans la rédaction résultant du texte par la commission mixte paritaire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le projet de loi est définitivement adopté. Voilà pour l'adoption par les sénateurs des conclusions de la commission mixte paritaire ratifiant l'ordonnance de septembre 2014 pour une meilleure accessibilité. Je vous rappelle, l'objectif de cette ordonnance, c'est de voir les modalités de mise en place des dispositions de la loi handicap de 2005, notamment sur la mise en accessibilité des équipements publics, des infrastructures publiques pour les handicapés. Je vous propose à présent de revenir à une audition qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat dans le cadre des travaux de la commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes. Cette commission d'enquête a été mise en place à l'initiative du groupe RDSE. Ce groupe à majorité de radicaux de gauche. Elle a d'ailleurs pour rapporteur le président de ce même groupe, le sénateur Jacques Mézard. Cette commission d'enquête veut auditionner toutes les autorités administratives indépendantes existant en France. Il y a environ une quarantaine. Son objectif, voir si ces autorités qui ont aujourd'hui
un rôle central dans notre dispositif institutionnel, non justement pas trop de pouvoir, au détriment notamment des pouvoirs exécutifs, des pouvoirs législatifs. La semaine dernière, dans le cadre de leurs travaux, les sénateurs ont auditionné Tanguy Larzul, le président de la commission centrale permanente en matière de bénéfices agricoles. Cette commission est une autorité administrative indépendante depuis 2001. Elle a déjà fait l'objet de plusieurs questions, de plusieurs petits débats. Ici au Sénat, les sénateurs ont plutôt tendance à la remettre en cause. Tout de suite donc, retour à cette audition. Aujourd'hui, en recevant M. Tanguy Larzul, on dit Larzul, que je prononce bien, notre rapporteur nous rejoignant. Alors, M. Larzul est président de la commission centrale permanente compétente en matière de bénéfices agricoles. La commission ayant souhaité procéder, je le rappelle, à une revue exhaustive de toutes les autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. C'est dans ces conditions que nous allons vous auditionner. Un questionnaire détaillé vous a été adressé par notre rapporteur, Jacques Mézard, et vous y avez répondu. La commission centrale permanente compétente en matière de bénéfices agricoles, je rappelle, a été créée par la loi du 13 janvier 1941, portant simplification, coordination, renforcement des dispositions du Code des impôts directs. C'est l'étude du Conseil d'État de 2001, en fait, qui vous a considéré comme étant une autorité administrative indépendante. Voilà. L'article 1652 du Code général des impôts fixe les compétences de la commission que vous présidez et vous nous les présenterez, j'imagine, dans votre propos liminaire. Vous nous présenterez également, nous le souhaitons, le mode de fonctionnement du collège de la commission qui est composé de 3 magistrats d'activité ou honoraires, un conseiller d'État président, un magistrat de l'ordre judiciaire et un conseiller maître à la Cour des comptes. Comme la loi le permet, votre audition fera l'objet d'un compte-rendu publié dans le compte-rendu détaillé des réunions des commissions, qui est diffusé à la fois en version papier et sur le site internet du Sénat. Par ailleurs, je vous rappelle que votre audition est ouverte au public et à la presse et fait l'objet d'une captation vidéo. Avant de vous passer la parole, il y a un formalisme des commissions d'enquête qui me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Donc, selon l'usage habituel, je vais vous proposer de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Mézard et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser des questions. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs, j'espère que je ne vais pas vous décevoir. Parce que, en réalité, j'ai été pressenti pour présider cette commission il y a environ un peu moins d'un an, à la fin de l'année 2014, et au moment où j'ai été nommé, la commission venait de siéger sous l'autorité de son président d'alors, mon prédécesseur, et la commission n'est pas amenée à siéger avant le mois de novembre prochain. Ce qui veut dire que vous recevez, et je ne me déroberai pas pour autant, un président qui n'a jamais présidé. Donc, j'essaierai, indépendamment de ça, de vous fournir un certain nombre d'explications. Mais je vous dis d'emblée que je compte également, de ce point de vue, sur le soutien des fonctionnaires de la DGFiP, qui m'accompagnent, en tout cas de M. Jean-Jacques Jeunesse, qui m'a aidé, en particulier, à remplir le questionnaire que vous nous avez adressé et dont j'espère qu'il vous a donné un certain nombre d'éléments conformes à ce que vous en souhaitiez. Je voudrais peut-être simplement vous rappeler, comme c'est l'usage, ce qu'est cette commission, quel est son rôle, sa composition, et à défaut de ses modalités de fonctionnement concrètes, puisque je ne les ai pas pratiquées, au moins la manière dont elle est censée fonctionner. Alors, d'abord, je rappellerai effectivement qu'elle est assez ancienne et que dans sa configuration plus moderne, plus contemporaine, elle a été instituée ou elle est mentionnée par les dispositions de l'article 1652 du Code général des impôts et qu'elle est compétente pour fixer les éléments qui sont retenus pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire qui, comme vous le savez, est un des régimes d'imposition possibles pour les agriculteurs en deçà d'un certain seuil de revenus. Alors, ce bénéfice forfaitaire, il est prévu par les dispositions de l'article L64 du Code général des impôts. Il a failli être réformé lors d'un récent projet de loi de finances rectificative. Si je ne me trompe pas, finalement, ça n'a pas été fait.
Et c'est un processus qui permet, en particulier à des jeunes agriculteurs, de bénéficier d'un régime fiscal qui peut être avantageux, qui peut ne pas l'être d'ailleurs. Ça n'est pas aussi automatique qu'on peut l'imaginer. Et en tout cas, il est fixé, il est en tout cas accessible aux agriculteurs qui se trouvent en deçà d'un certain seuil de revenus. Et ce seuil est fixé par les dispositions également du Code. Il est à l'heure actuelle de 76 300 €. Très concrètement, les modalités de détermination de ce seuil sont fixées par des dispositions du livre des procédures fiscales, ce sont les articles L1 et L4 qui sont complétés par les articles R1 à R4 de ce code. C'est assez détaillé dans le code et donc j'y renvoie purement et simplement. Le mécanisme de manière générale est le suivant, il s'institue au niveau départemental selon un découpage qui est à la fois celui des départements, tels qu'ils existent encore aujourd'hui, mais également, vous voyez qu'il y a des couleurs qui indiquent qu'en réalité, on raisonne par département, mais également par région agricole, ce qui est une façon, je dirais, assez pragmatique d'aborder la question, puisqu'il y a des caractéristiques en matière de culture, enfin au sens agricole du terme, dans chacune des régions et dans chacun des départements concernés. Donc c'est au stade des départements, en réalité, que des commissions se réunissent pour établir ce que peut être ce qu'on appelle le forfait agricole, c'est-à-dire le prix ou le revenu moyen attendu d'un certain type de production appliqué à une certaine superficie dans une certaine région. Et donc le premier temps de la manœuvre, il est bien départemental et il consiste pour l'administration fiscale à fixer un bénéfice agricole forfaitaire qui est déterminé par hectare pour chaque catégorie ou nature d'exploitation, c'est-à-dire en fait chaque type de culture. Et une fois que ce bénéfice forfaitaire moyen unitaire a été fixé, l'administration va calculer des bases individuelles à partir de ce standard, en quelque sorte. Alors, encore une fois, je redis que c'est un régime possible et qu'il y en a d'autres et qu'en particulier, il y a des possibilités d'options pour les agriculteurs. Alors, je précise tout ceci parce que ça signifie d'abord que l'intervention de la commission que je préside n'est pas automatique. En réalité, la fixation se fait au niveau départemental et ce n'est que si les commissions départementales soit n'ont pas eu l'occasion de statuer, soit l'ont fait tardivement, ou soit qu'ayant statué, les conclusions auxquelles elles sont parvenues sont contestées par l'une des deux parties, l'administration fiscale ou les syndicats représentant les exploitants agricoles, qu'à ce moment-là, la commission est saisie. En définitive, elle intervient plutôt comme une instance d'appel. Alors évidemment, compte tenu du nombre de départements, les risques, si j'ose dire, d'appel sont systématiques. Et il est assez rare, enfin je n'ai pas les chiffres exacts, que la commission centrale ne soit pas amenée chaque année à se prononcer d'ores et déjà. Il est prévu qu'elle tienne une réunion au mois de novembre prochain. Cette commission, sa composition est fixée par les textes que j'ai cités. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, 3 magistrats en activité ou honoraire, un conseiller d'État président, un magistrat de l'ordre judiciaire et un conseiller maître à la Cour des comptes. Assistent également aux séances de la commission, mais avec voix consultative, 2 hauts fonctionnaires de la DGFiP, un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture, qui est désigné par le ministre de l'Agriculture, et 2 représentants désignés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, parmi les exploitants agricoles qui sont passibles de l'impôt au titre des bénéfices agricoles. Une petite précision procédurale pour indiquer que les décisions de la Commission ne peuvent être attaquées que devant le Conseil d'État par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il y a donc une voie de droit qui est ouverte contre les décisions qui seraient prises par la Commission centrale. Voilà un peu le paysage d'ordre général. Je crois que la Commission, dans le cadre, s'intéresse également, outre aux questions de fonctionnement, aux questions de moyens. Les choses sont assez claires et n'ont du reste pas tellement varié depuis que le Sénat s'était déjà intéressé à cette autorité comme à d'autres autorités dans les enquêtes qu'il avait menées en 2009, je crois, et en 2010. Et donc pour rappeler simplement que la Commission centrale ne dispose pas de moyens propres, elle ne dispose pas en particulier de budget propre. En réalité, tous les coûts qui sont afférents au fonctionnement de cette commission sont assumés par la DGFiP, y compris d'ailleurs l'indemnisation des magistrats et des membres qui siègent, et les coûts qui sont relatifs à son fonctionnement. Donc ces coûts sont d'assez faible ampleur, on pourra y revenir, ils sont détaillés dans le document qui vous a été remis. Et pour ce qui concerne l'indemnisation des membres de la commission, elle est prévue évidemment par un arrêté, puisqu'il ne peut pas y avoir d'indemnisation sans texte, et elle est fixée à 87,05 € par séance de 4 heures
pour le magistrat président et à 57,78 € pour les autres magistrats. Donc voilà un peu le paysage d'ensemble que je voulais vous proposer avant de me tenir à votre disposition avec le concours technique précieux de M. Jeunesse, que je remercie d'être venu. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à notre rapporteur, Jacques Mézard. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. C'est vous considérez-vous, vous, comme une autorité administrative indépendante et si oui, pourquoi? En dehors du fait que vous avez dû être obligé de souscrire une déclaration de patrimoine, ce qui est un critère, normalement. Enfin, Pas tout à fait de patrimoine, mais bientôt d'intérêt, oui. Mais pas encore de patrimoine. En réalité, lorsque vous m'avez convié, j'ai eu un doute. Mais la réalité, c'est que les autorités administratives indépendantes, vous m'avez répondu d'une manière un peu taquine que le Conseil d'État l'avait classé parmi la liste des 40 ou 41 autorités administratives indépendantes. C'est une réponse à laquelle, évidemment, je ne pouvais plus rien objecter. Et donc, j'ai considéré que c'est une autorité administrative indépendante. Mais en réalité, la liste est variable. Il y a bien une liste qui a été fixée par le Conseil d'État dans un rapport, je crois, de 2001, qui conclut qu'il y a une quarantaine d'autorités. Ces autorités, on les retrouve répertoriées sur un site internet de Légifrance, qui est quand même une autorité dans ce domaine-là. Mais pour ne vous citer qu'un seul exemple, le Conseil d'État examine en ce moment un projet d'ordonnance qui vise à instituer la parité au sein des autorités administratives indépendantes, la parité homme-femme. Il n'y a pas 40 autorités, il y en a 19. Donc, dans un cas, vous avez un calcul qui aboutit ou une grille d'analyse qui aboutit à la qualification de 41 autorités administratives indépendantes. Et puis, dans l'autre cas, on dit non, il y en a 19. Alors, pourquoi il y en a 19? Parce qu'au moment où la loi sur l'égalité réelle a été soumise au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel dit « Donnez-moi la liste des autorités administratives indépendantes ». Et le gouvernement a fourni la liste des autorités administratives indépendantes qui sont qualifiées d'autorités administratives indépendantes par le législateur lui-même. Et donc, c'est ce critère-là qui a prévalu. Donc, ce critère aboutit à une focale qui est un peu plus resserrée. La jurisprudence du Conseil d'État résonne d'une manière un peu plus ouverte, un peu plus large. Elle regarde le fonctionnement concret de ces institutions. Alors, il est vrai que lorsque l'institution est amenée à prendre des décisions administratives, ce qui est le cas, c'est que c'est une autorité. Ces décisions sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. Ce sont donc des décisions administratives. L'autorité est administrative et sa composition organique en témoigne. Et par ailleurs, il ne fait pas de doute qu'elle est indépendante dans son fonctionnement. En réalité, le Conseil d'État a tendance à considérer que dès lors que le ministre est présent, ce n'est plus une autorité indépendante. Mais les autorités indépendantes qui sont peuplées de fonctionnaires ou de magistrats, c'est assez courant. Donc je n'ai pas trop de difficulté à abonder dans le sens de la Commission pour considérer qu'il s'agit bien d'une autorité, qu'elle est administrative et qu'elle est indépendante. En tout cas, pour ce qui me concerne, je m'efforcerai de faire en sorte qu'elle le soit. Ça, nous n'en doutons pas, Monsieur le Président. Simplement, quand on constate que vous n'avez pas de personnel, vous avez pas de locaux, bon, que tout ce qui est, je dirais, matériel et toute l'assistance technique est fournie par la DGFiP, on peut quand même s'interroger sur le caractère indépendant de l'autorité administrative. Bon. Bon. Alors certes, bon, ce sont pas, et je vous le concède, les indemnités que vous avez détaillées et qui sont extrêmement modestes par rapport au travail accompli, hein, qui peuvent être considérés comme changeant le problème. Mais effectivement, ce qui serait intéressant, c'est aussi de voir d'apprécier quel est le nombre de cas qui vous sont soumis. Bon. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner des indications là-dessus. Et puis moi, j'aurais une... Bon, il y a toujours l'éternel... Et les recours, est-ce que vous êtes souvent infirmé? Est-ce qu'il y a beaucoup de recours devant le Conseil d'État? Et est-ce que vos décisions sont souvent infirmées? Des recours... Je n'ai fait prêter serment qu'au Président. Donc, si vous devez parler, je vais vous faire prêter serment. Hein? Donc, je vais reprendre ma formule. Je vais vous demander
de jurer, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Merci. Donc, des décisions contestées à l'issue de la commission centrale, personnellement, je n'en ai vu aucune. Ça fait 5 ans que je suis à ce poste, donc à la DGFiP. Et de mémoire de mes collègues qui ne sont pas là aujourd'hui, qui doit remonter aux 10 dernières années, il n'y en a pas eu non plus. Et des appels, nous en avons l'an dernier 4. 4 départements ont fait appel. Et les années qui précèdent, je crois que nous avons eu 22, 20 et 15 appels, si ma mémoire est bonne. Il y en avait beaucoup plus avant. Il me semble qu'à un moment donné, il y a eu une période où... voilà, il y a eu vraiment des besoins. Mais maintenant, en fait, juste après la guerre, il y avait une nécessité. C'est pour ça voilà. que ça a été inclus dans le Code général des impôts. Ça a été... Bon. Le rapporteur, est-ce que vous autorisez à donner la parole à Alain Richard ? Oui, bien sûr. Monsieur Richard a demandé la parole. Oui, moi, je vais simplement joindre une observation à celle de notre rapporteur, qui est, même si l'activité et l'ampleur de décision de cette autorité paraissent réduites, dans la Constitution, le gouvernement dispose de l'administration et le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Donc, lorsque des décisions engageant l'administration ne sont pas prises suivant la chaîne hiérarchique par quelqu'un qui agit sous l'autorité du gouvernement, mais qu'elles sont prises par une délibération collective, on est, ou bien cette décision a le caractère d'une décision juridictionnelle, ce qui arrive pour certains tribunaux spécialisés. Mais là, il ne s'agit pas d'une décision à caractère juridictionnel. Je ne sais pas d'ailleurs, si jamais il y avait un jour un litige là-dessus, comment la CEDH qualifierait l'activité de cette commission. Enfin, pour l'instant, son rôle est de fixer des normes financières de référence au nom de l'administration. Et s'il ne s'agit ni d'une décision à caractère juridictionnel, ni d'un simple avis consultatif, eh bien, par différence, on est bien devant une autorité administrative indépendante, aussi circonscrite soit-elle. Cher ministre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il me semble quand même qu'il y a une partie de l'activité qui est d'ordre juridictionnel. La commission n'est pas qualifiée de juridiction et je crois que si elle l'était, elle constituerait un ordre de juridiction elle toute seule parce qu'elle est vraiment très singulière, elle est unique en son genre dans un ordre juridictionnel. Non, je crois que c'est effectivement une commission administrative, ne serait-ce que par les processus de désignation de ses membres, par la manière dont son budget lui est alloué, ses moyens de fonctionnement, le fait qu'elle se repose sur une administration de référence qui est la DGFiP. Je crois qu'il n'y a pas trop de doute à ce sujet-là. Quand on dit que c'est une instance d'appel, c'est un peu trivial. Ce n'est pas au sens juridictionnel du terme. Ce n'est pas c'est une instance devant laquelle on vient présenter une contestation. C'est plutôt une demande d'arbitrage, de conciliation, qu'à proprement parler une voie juridictionnelle. Et d'ailleurs, la manière dont fonctionne la commission est très étrangère aux procédures juridictionnelles. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on est quand même dans un processus qui reste un processus administratif, qui est celui de l'État. Mais pour des raisons que l'on comprend bien, l'État peut choisir la voie très hiérarchique, très unilatérale pour procéder, ou alors il peut procéder par une modalité qui est davantage celle de l'administration concertée, en réalité. Et je crois que c'est plutôt à ce type de processus que nous avons affaire. Je ne connais pas bien l'historique, en réalité, des appels, des contestations. Je constate que il n'y en a pas au contentieux, il y en avait à une certaine époque, il n'y en a pas en ce qui concerne la possibilité de porter devant la commission centrale des décisions qui auraient été prises par des commissions locales dont on considérait qu'elles ne sont pas tout à fait correctes, et qu'il y a une attrition de ce processus. Ça veut dire quoi ? Probablement qu'au moment, comme vous l'avez rappelé, où cette commission a été créée,
Elle l'a été parce qu'il y avait un besoin qui s'exprimait au moment où se mettait en place un régime forfaitaire et qu'il fallait en déterminer les règles du jeu. Il semble maintenant que les règles du jeu soient correctement acceptées, ce qui expliquerait en réalité qu'il y ait une baisse des procédures d'appel de la commission centrale. Mais j'ai tendance quand même à considérer que le simple fait que cette voie existe est de nature à apaiser et plutôt à rassurer ceux qui, le cas échéant, diraient, en tout état de cause, si nous ne sommes pas satisfaits du résultat local, si nous considérons qu'il y a une erreur d'appréciation qui est suffisamment grave, nous ne serons pas démunis, une commission centrale siégera. Donc je crois que c'est un peu ça l'utilité et l'indépendance, au fond, de cette commission. Il n'y a pas d'obligation à cette procédure. Hein. Non, il n'y en a pas. Hein, on n'a pas d'obligation. Un contribuable peut switcher, je vais dire, la procédure devant la commission locale, départementale, la commission centrale, et peut être rentré dans un format de contestation de contentieux fiscal. Ou pas. C'est une question que je vous pose. Moi, je crois que ce n'est pas obligatoire. Mais c'est quand même important de le vérifier. Un contribuable garde toujours la possibilité de faire un contentieux à titre individuel, oui. Voilà. Là, nous sommes dans une procédure collective, comme l'a montré M. Larzul. Qui n'est pas obligatoire. Voilà, c'est le tarif départemental pour les Côtes d'Armor. Voilà. Donc là, l'appel va être fait par les organisations syndicales des Côtes d'Armor ou par l'administration des Côtes d'Armor qui estime que la commission départementale n'a pas statué au bon niveau, quoi. Okay. Et dans ce cas-là, vous arbitrez. Vous arbitrez, et s'ils ne sont pas, si il y a une possibilité de recours devant le Conseil d'État par rapport à l'arbitrage ou à la décision que vous rendez. Moi, j'aurais, si vous permettez, une autre question avant de passer la parole à notre collègue Yves Collombat. J'ai vu qu'il y avait un président suppléant qui ne souhaitait pas siéger, et l'État paraît tellement inquiet du fonctionnement de votre commission qu'il n'a toujours pas remplacé votre président suppléant. Oui, j'en fais le constat avec vous, monsieur le rapporteur. Il restera à l'État à désigner un suppléant pour la séance du mois de novembre. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté puisque je siégerai. Mais je constate avec vous effectivement qu'il n'y a pas de suppléant sans que ce soit imputable aux nouvelles règles que vous avez rappelées sur les déclarations d'intérêt, de patrimoine, qui parfois peuvent dissuader un certain nombre de candidats. Bon. Ça ne m'était pas venu à l'esprit, Monsieur le Président. Je pense plutôt que l'âge de votre président suppléant l'avait amené à considérer qu'il avait peut-être des occupations plus intéressantes. Bon. Monsieur Collombat ? Deux questions en rapport avec notre discussion. La première, on a évoqué les appels de vos décisions. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous avez eu raison en général ou pas devant le Conseil d'État? Et plus techniquement, lorsque vous êtes saisi, enfin où il y a un problème départemental, etc., quels sont les types de décisions que vous prenez? C'est-à-dire sur quoi porte en général la réforme ou l'absence de réforme des décisions prises localement? Je vais répondre à la première question, puis je vous laisserai peut-être répondre à la seconde. La première, on n'a pas d'éléments puisqu'il n'y a pas de contentieux en réalité. Donc on ne sait pas, le contentieux étant inexistant devant le Conseil d'État en l'état actuel des choses, nous n'avons pas d'historique ou de décision topique. Non, non. À notre connaissance, les décisions qui sont prises par la Commission centrale n'ont pas fait l'objet de contestation par la voie de recours procédure devant le Conseil d'État. J'ai fait une brève recherche avant de venir, j'en ai pas trouvé de traces. Salomon, mais ça veut dire probablement que la Commission a bien travaillé. Enfin, c'est une interprétation un peu optimiste que je mets au crédit de mes prédécesseurs. J'espère qu'il n'y aura pas de contentieux dès lors que je la présiderai. Il y aura un contrario un peu terrible. Donc je n'ai pas d'éléments malheureusement. Alors sur la partie un peu plus technique de ce qui fait l'objet de la réforme, au fond au sens juridique du terme, qu'est-ce qui fait l'objet d'une réformation sur les décisions, qu'est-ce qu'on bouge? Je vais peut-être vous laisser vous répondre. Alors, sur quoi portent les débats au cours de la commission? Tout simplement sur un tarif. Un tarif qui est en fait le rendement à l'hectare dans une région agricole donnée.
Par exemple, pour les Côtes-d'Armor, il y a une seule région pour le département et je crois, bon, ça doit tourner autour de entre 300 et 400 euros l'hectare, voilà. Donc, on arrive avec deux propositions, celle de l'administration et celle des organisations syndicales, et le président va trancher au sein de cette fourchette, voilà, en fonction des arguments que vont lui apporter les deux parties. Et de mémoire, je n'ai pas fait de statistiques là avant de venir, mais il peut très bien pencher en faveur de l'administration, comme des organisations syndicales, comme prendre une position médiane. Là, c'est les débats qui vont influer sa... De quoi? Il fait ça au doigt mouillé ou il a lui-même une idée sur, sur les conditions culturelles de tel ou tel département? Nous avons, alors, chaque région agricole établit ce qu'on appelle des comptes d'exploitation type. C'est une exploitation fictive, une exploitation agricole fictive, qui est comme élaborée tous les 10 ans à peu près. Il y a au cours d'une opération qui s'appelle le recensement général agricole, qui est faite entre le ministère de l'Agriculture, l'INSEE, la DGFiP, et au cours de laquelle on fixe une exploitation moyenne, viable, dans nos 300 ou 450 petites régions agricoles. Et l'administration établit pour toutes ces petites régions un code d'exploitation type, c'est-à-dire des rentrées, des charges et un bénéfice. Voilà. Donc, tous ces chiffres-là, tous les ans, sont remis à jour en fonction des variations des coûts des matières premières, en fonction des variations des coûts de tous les entrants, c'est-à-dire les fuels, les engrais, tout ça. Donc, on a vraiment un calcul arithmétique qui nous permet de discuter d'égal à égal avec les organisations syndicales. Pardon. Donc, on apporte nos totaux au président et on lui dit voilà, nous on trouve 350 et eux ils trouvent 375. Donc voilà, on va se disputer en disant non, vous avez mis trop de fuel et vous pas assez d'engrais. Voilà. Donc, mais la norme, c'est quand même l'administration qui la donne. Non, ce que c'est que disons l'exploitation type, le type d'exploitation. C'est un artefact. Tout à fait, c'est fictif, mais ce recensement général agricole est fait aussi en collaboration avec les organisations syndicales. On établit une exploitation type viable, c'est-à-dire avec un chiffre d'affaires, du matériel, des investissements. En fait, tout ça est... Lorsqu'on l'établit, on la remet à jour parce que forcément les régions évoluent, les conditions de travail aussi. C'est fait avec des spécialistes. C'est pas l'administration qui en est incapable qui va décider combien il faut de quintaux d'engrais pour le maïs, par exemple. Voilà. Merci. Oui, si j'ai bien compris, ce ne sont pas les organisations syndicales agricoles. C'est une organisation syndicale agricole. Alors, effectivement, au niveau parisien, nous n'en voyons qu'une, mais au niveau départemental, elles peuvent toutes se déplacer et il leur arrive de se déplacer. Mais c'est essentiellement la FNSEA, oui, pour ne pas la nommer. Au niveau de la commission centrale, c'est la FNSEA. Au niveau de la commission centrale, il n'y a que des représentants de la FNSEA. Donc, en fait, c'est une élaboration consensuelle entre un syndicat et l'administration, sous la bienveillante protection du président de la commission, si je puis résumer. Alors, j'en ai pas d'expérience concrète, encore une fois, mais c'est la lecture que j'en fais. C'est la lecture que j'en fais, oui. Très bien, monsieur le rapporteur. D'autres questions, monsieur Charles? Oui, Charles Touraine. Oui, moi j'ai cru comprendre que c'était 76 000 euros le bénéfice agricole ou le chiffre d'affaires chiffre d'affaires, parce qu'il doit plus, enfin j'espère qu'il n'y a pas trop d'exploitations qui font que 76 000 euros de chiffre d'affaires, parce qu'elles vont passer à... on a une idée à peu près de ce qui reste à peu près comme exploitation au bénéfice agricole ou Alors, il y a à peu près un peu plus de 200 000 exploitations au forfait. Et il y en a un peu plus de 300 000 au réel. Mais il faut bien voir... Oui, c'est encore un intérêt, le forfait. C'est pas une question. Alors les jeunes, les doubles actifs, les retraités qui conservent quelque terrain, oui, on a...
Bon. En complément, pardon pour cet aparté, mais c'est ciblé sur des populations qui sont essentiellement un certain nombre de jeunes agriculteurs, des agriculteurs retraités qui conservent un bout d'exploitation. Donc ce sont des micro-populations, mais compte tenu de ce qu'est le morcellement, ça fait quand même des grands nombres en réalité. On a tendance à croire que le forfait est un régime très avantageux. En réalité, il ne l'est pas nécessairement, puisque dans le cadre du forfait, on ne peut pas déduire les charges. Et donc, il faut être très attentif à la manière dont on choisit son régime, puisque le Code général des impôts permet de faire un choix, et ça n'est pas pour rien. C'est-à-dire que instinctivement, on se dira le régime du forfait est un régime fiscalement intéressant. Ce n'est pas toujours vrai, et c'est la raison pour laquelle il y a un droit d'option pour le réel. Je pense qu'un jeune agriculteur qui s'installe et qui en particulier a des charges d'exploitation extrêmement lourdes qu'il peut déduire, il a beaucoup plus intérêt à aller s'aligner sur le réel plutôt qu'à choisir le forfait. Pas d'autres questions, mes chers collègues? Oui, Monsieur Dupont. Oui, Monsieur le Président, peut-être une question un tout petit peu provocante. Est-ce que vous pensez qu'il est utile de continuer sous cette forme? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que votre autorité administrative indépendante est la seule façon de résoudre la problématique que vous avez à traiter, ou est-ce qu'il y aurait lieu éventuellement d'envisager autre chose? Quelle est la valeur ajoutée d'être autorité administrative indépendante? Alors, je crois qu'il y a un peu de questions. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée d'être une autorité indépendante, c'est-à-dire au fond d'être un peu en marge des circuits de décision purement unilatéraux qui sont le propre de l'administration? Moi, je pense que oui, pour la raison suivante, c'est que c'est une manière assez concertée en réalité d'entendre toutes les parties, de procéder de manière contradictoire, chez une profession où parfois les réactions peuvent être un peu épidermiques. Or, je constate que sur ces questions-là, il y a de moins en moins d'appels, il n'y a pas de contentieux, et donc on arrive au fond à une décision un peu par le consensus. Moi, j'y vois plutôt le gage de quelque chose qui réussit. En réalité, le fait que ça ne provoque pas de friction, c'est plutôt, me semble-t-il, le signe d'un succès, d'une certaine manière. Donc voilà, pour cette raison-là, je trouve que ça fonctionne bien. Est-ce que ça fonctionnerait mieux si on supprimait cette commission? J'en suis pas tout à fait convaincu, parce que je ne sais pas comment s'exprimeraient les mécontentements. Ils s'exprimeraient probablement d'une autre manière. Je ne dis pas qu'ils s'exprimeraient d'une manière rugueuse, je dis qu'ils s'exprimeraient par le contentieux. Or ici, on a un processus qui manifestement permet d'échapper au contentieux, ce qui est plutôt une bonne solution. Le coût, je crois, est vraiment très très modeste. Et donc, quand on fait le bilan des avantages et des coûts, pour l'expérience qui est la mienne et qui est encore une fois un peu théorique et livresque, je trouve que ça fonctionne pas trop mal. D'autres questions, mes chers collègues? Monsieur le rapporteur? Pas d'autres questions a priori? Non, éventuellement, si vous me permettez, quelle est l'articulation? Y a-t-il une articulation avec la Commission centrale des impôts directs dont vous êtes le président? Je crois que j'ai gagné une présidence, mais je ne savais pas que j'étais dedans. Je crois que c'est la commission départementale qui est la commission des impôts directs. Je n'ai pas bien entendu votre question, si vous plaît. Je demande s'il y a un lien entre donc la commission dont nous parlons ce soir et la commission centrale des impôts directs, à moins que ce soit celle-là. Les deux sont visés par deux dispositions différentes, c'est ce que j'expliquais un peu au début, mais c'est vrai que l'imbrication n'est pas très intuitive. En réalité, la décision est prise localement par la commission départementale des impôts directs, au sens de l'article 1651 du Code. Alors elle est présidée par un magistrat tribunal administratif, ce qui peut donner le sentiment qu'il y a une petite confusion. Et la commission centrale, elle n'intervient que pour autant que la décision locale ne soit pas parvenue à l'accord que l'on souhaitait, et elle est présidée par un conseiller d'État. Mais ce sont bien deux étages d'une même fusée, mais elles sont très différentes l'une de l'autre. En tout cas, je ne préside pas de commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Ce sont des collègues des tribunaux administratifs qui les président localement fort bien, je crois. À la faveur de ces remarques, nous pouvons, s'il n'y a pas d'autres remarques, vous remercier de vos réponses et de votre exposé. Merci beaucoup.
Voilà pour l'audition de Tanguy Larzilul, le président de la commission centrale permanente compétente en matière de bénéfices agricoles. Je vous rappelle que cette commission est une autorité administrative indépendante depuis 2001 et qu'elle a pour objectif de fixer les éléments nécessaires au calcul du bénéfice agricole forfaitaire, cela quand ces éléments ne sont pas fixés par la commission départementale. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Tout de suite à 18h15, c'est Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction présentée par Michel Grossior. Aujourd'hui, son invité est Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat. Très bonne émission.